Le plus grand réservoir du monde, l'hypothèse. Imaginez un instant. Au sud des Caraïbes se trouve le plus grand coffre-fort énergétique de la planète. La ceinture de l'Orénoque, au Venezuela, elle contient 300 milliards de barils de réserves prouvées, soit plus que l'Arabie Saoudite. Pourtant, aujourd'hui, cette richesse reste largement sous terre, et l'économie locale est à l'arrêt. Posons une hypothèse purement économique, sans politique. Que se passerait-il si demain, par un accord commercial hypothétique, les majeurs pétroliers américains, Exxon, Chevron, prenèrent le contrôle total de la gestion, de l'extraction et de la vente de ce pétrole? Si la technologie du Texas rencontrait la géologie du Venezuela, ce scénario changerait la face de l'économie mondiale. Cela briserait le monopole de l'OPEC, ferait probablement s'effondrer le prix du baril et redessinerait les flux financiers mondiaux. Mais cela coûterait aussi des centaines de milliards de dollars en investissements initiaux. Dans cette simulation, nous allons ignorer la politique pour nous concentrer sur les chiffres. Combien ça coûte de relancer la machine? Quel serait l'impact sur le prix de votre essence à la pompe? Et pourquoi la Russie et la Chine, créanciers du Venezuela, pourraient bloquer tout le processus? Bienvenue dans l'analyse du plus grand et si pétrolier. Chapitre 1. La géologie complexe. Ce n'est pas du pétrole normal. Pour comprendre l'économie de ce scénario, il faut d'abord comprendre le produit. Le pétrole vénézuélien n'est pas comme le pétrole saoudien ou texan, c'est un brut extra lourd. À température ambiante, il a la consistance du goudron ou de la mélasse. On ne peut pas simplement percer un trou et le regarder jaillir. Il faut le chauffer, le diluer avec des solvants coûteux pour le faire circuler dans les pipelines. C'est là que l'industrie américaine intervient dans notre scénario. Le système de raffinage américain, situé sur la côte du golfe du Mexique, Texas, Louisiane, est techniquement le seul au monde capable de traiter ce pétrole lourd de manière optimale. Les raffineries américaines sont des usines complexes, conçues spécifiquement pour casser ces molécules lourdes. Économiquement, c'est un mariage parfait. Les USA produisent beaucoup de pétrole léger, schiste, mais manquent de pétrole lourd, pour faire tourner leurs raffineries à plein régime. Si les USA géraient le Venezuela, ils créeraient un circuit fermé ultra efficace. Le brut lourd monte vers le Texas, le carburant raffiné redescend vers l'Amérique du Sud. Les coûts logistiques s'effondreraient, rendant ce pétrole très compétitif. Chapitre 2. La facture de la reconstruction, 200 milliards de $. Cependant, avant de gagner le premier dollar, il faudrait dépenser une fortune. L'infrastructure pétrolière vénézuélienne, PDVSA, est dans un état de délabrement avancé. Les pipelines sont rouillés, les terminaux d'exportation sont ensablés, et les équipements de pompage ont été pillés ou cannibalisés pour des pièces de rechange. Les analystes estiment qu'il faudrait investir entre 150 et 200 milliards de dollars sur 7 à 10 ans pour ramener la production à son niveau des années 90, environ 3 à 4 millions de barils par jour. C'est un CAPEX, dépense d'investissement, colossal. Même pour des géants comme ExxonMobil ou Chevron, c'est un risque financier majeur. Des milliers d'ingénieurs et de tonnes d'acier devraient être envoyés sur place. Ce serait le plus grand chantier industriel du XXIe siècle. Mais la rentabilité ne serait pas immédiate. Le coût d'extraction du baril vénézuélien resterait plus élevé que celui du baril saoudien. Ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est un investissement à très long terme. Chapitre 3. La mort de l'OPEC, le choc de l'offre. Si ce scénario se réalisait et que la production vénézuélienne remontait à 4 ou 5 millions de barils par jour sous gestion américaine, l'impact sur le cartel de l'OPEC, organisation des pays exportateurs de pétrole, serait dévastateur et probablement fatal pour sa capacité à fixer les prix. Actuellement, l'OPEC, menée par l'Arabie Saoudite, contrôle les prix en restreignant artificiellement l'offre mondiale pour maintenir le baril au-dessus d'un certain seuil de rentabilité. L'arrivée soudaine d'une telle quantité de pétrole, hors contrôle OPEC, sur le marché inonderait les stocks mondiaux, brisant instantanément la discipline du cartel qui ne pourrait plus compenser par des coupes de production. Géopolitiquement, cela créerait une forteresse énergétique des Amériques. En combinant la production de schiste des USA, les sables bitumineux du Canada et les réserves lourdes du Venezuela, le continent américain deviendrait totalement indépendant énergétiquement du Moyen-Orient et de la Russie. Le centre de gravité du marché pétrolier, qui était dans le golfe Persique depuis 1973, basculerait brutalement vers le golfe du Mexique. Les États-Unis n'auraient plus besoin de protéger militairement les routes pétrolières du Moyen-Orient, ce qui permettrait des économies budgétaires colossales sur le budget de la défense américaine. L'abondance de l'offre provoquerait un effondrement structurel des prix du baril, potentiellement vers les 40 ou 50 $ de manière durable.
Si cela est une excellente nouvelle pour les consommateurs, c'est une catastrophe budgétaire pour les États rentes, comme l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Iran ou le Nigeria, qui ont besoin d'un baril à 80 $ pour équilibrer leurs budgets nationaux. Dans notre simulation, la reprise en main du Venezuela par les capitaux américains provoquerait une crise d'austérité majeure dans tous les autres pays producteurs, déstabilisant leurs économies respectives. Cependant, il existe un risque de surproduction qui pourrait se retourner contre les producteurs américains eux-mêmes. Les producteurs de pétrole de schiste aux USA ont besoin d'un prix relativement élevé pour être rentables. Si le pétrole vénézuélien inonde le marché et fait chuter les prix trop bas, cela pourrait paradoxalement mettre en faillite les petits producteurs du Texas et du Dakota du Nord. Ce serait une guerre fratricide économique entre le pétrole lourd géré par les majors au Venezuela et le pétrole léger des indépendants aux USA. Pour les marchés financiers, la volatilité disparaîtrait progressivement. Avec une réserve aussi immense et stable, gérée par des entreprises privées répondant à une logique de marché et non à une logique politique, le prix de l'énergie deviendrait plus prévisible. Cela réduirait la prime de risque géopolitique que nous payons actuellement à chaque fois qu'il y a des tensions au Moyen-Orient. Le monde passerait d'un marché dominé par la peur de la pénurie à un marché géré par l'abondance logistique. Enfin, l'OPEC tenterait probablement une guerre des prix, comme en 2014 ou 2020, en ouvrant les vannes pour tenter de rendre l'investissement au Venezuela non rentable. Mais dans notre scénario, avec la technologie et les capitaux américains, la résilience de la production vénézuélienne serait bien supérieure. L'OPEC perdrait son arme principale et le monde entrerait dans une ère d'énergie bon marché, stimulant la croissance mondiale mais retardant potentiellement la transition énergétique. Chapitre 4. L'impact sur le consommateur. Inflation ou déflation. Pour le consommateur moyen en Europe, en Asie ou aux États-Unis, ce scénario se traduirait par un choc déflationniste massif, agissant comme une baisse d'impôts mondiale immédiate. L'énergie est la composante de base de presque tout ce que nous consommons. Le transport des marchandises, la production de plastique, les engrais pour l'agriculture et le chauffage. Si le coût de l'énergie baisse de 30 ou 40% de manière durable grâce à l'apport vénézuélien, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle mondiale qui voit ses coûts de production diminuer drastiquement. L'inflation, qui a hanté l'économie mondiale ces dernières années, serait stoppée net. Les banques centrales, Fed, BCE, pourraient baisser leur taux d'intérêt beaucoup plus rapidement, relançant l'investissement immobilier et la consommation des ménages. C'est le scénario Goldilocks, boucle d'or, pour l'économie occidentale. Une croissance soutenue, sans inflation, financée par une énergie abondante et bon marché. Le pouvoir d'achat des classes moyennes serait mécaniquement restauré sans avoir besoin d'augmenter les salaires nominaux. Cependant, il y a un revers à la médaille pour l'économie verte. Si le pétrole devient durablement bon marché et abondant grâce aux réserves vénézuéliennes, l'incitation économique à passer aux véhicules électriques ou aux énergies renouvelables diminue. Pourquoi acheter une voiture électrique chère si le plein d'essence coûte 2 fois moins cher qu'avant ? Ce scénario pourrait ralentir la transition énergétique de 10 ou 20 ans, car les investissements verts deviendraient moins compétitifs face à un baril à 40 $. De plus, l'industrie pétrochimique connaîtrait un nouvel âge d'or. Le pétrole lourd du Venezuela est particulièrement riche pour produire des bitumes, pour les routes et des plastiques complexes. Une baisse des coûts des matières premières permettrait une rénovation massive des infrastructures routières mondiales à moindre coût. Les pays importateurs nets d'énergie comme la Chine, l'Inde, le Japon ou l'Allemagne seraient les grands gagnants économiques de ce transfert de contrôle, voyant leur balance commerciale s'améliorer spectaculairement. L'impact sur le transport maritime et aérien serait également révolutionnaire. Les compagnies aériennes, dont le carburant représente 30% des coûts, pourraient baisser le prix des billets, relançant le tourisme de masse. Le coût du fret maritime baisserait, favorisant encore plus la mondialisation des échanges. Ce serait une injection d'adrénaline dans les veines du commerce international, contrecarrant les tendances actuelles au protectionnisme et au repli sur soi. Mais attention à l'effet rebond, une énergie moins chère entraîne souvent une consommation plus élevée. Si l'essence est bon marché, les gens conduisent plus, achètent des véhicules plus gros et consomment davantage. La demande mondiale de pétrole pourrait donc augmenter plus vite que prévu, absorbant finalement le surplus vénézuélien en quelques années et ramenant les prix à l'équilibre. L'abondance crée sa propre demande, et le cycle des prix finirait par repartir à la hausse. Chapitre 5. Le cauchemar juridique. La dette russe et chinoise. Le plus grand obstacle à ce scénario économique n'est pas technique, mais financier et juridique. Le Venezuela est lourdement endetté, et ses actifs pétroliers sont déjà hypothéqués. La Chine et la Russie ont prêté des dizaines de milliards de dollars à Caracas au cours des 20 dernières années, et ces prêts sont souvent remboursés en nature, c'est-à-dire par des livraisons de pétrole gratuites. Si des compagnies américaines prenaient le contrôle des champs pétroliers,
Elle se retrouverait face à des créanciers prioritaires extrêmement puissants et hostiles. Juridiquement, la société pétrolière nationale PDVSA a des obligations contractuelles envers Rosneft, Russie, et CNPC, Chine. Si les États-Unis tentèrent de détourner les flux financiers du pétrole vers leurs propres banques ou pour rembourser leurs propres investissements, Pékin et Moscou lanceraient une guerre juridique mondiale. Ils pourraient saisir les cargaisons de pétrole vénézuélien dans les eaux internationales ou devant les tribunaux commerciaux, arguant que ce pétrole leur appartient légitimement en remboursement des dettes passées. Ce scénario créerait un précédent dangereux en droit international sur la souveraineté des dettes. Les États-Unis devraient probablement négocier un haircut, une restructuration de dette massif, forçant la Chine et la Russie à accepter des pertes. Cela provoquerait des tensions diplomatiques majeures, transformant une opération économique en crise géopolitique. Les marchés financiers détestent l'incertitude juridique. Tant que la question de « à qui appartient vraiment ce pétrole » n'est pas réglée, les investisseurs privés hésiteront à mettre les milliards nécessaires à la reconstruction. De plus, il y a les détenteurs d'obligations privées, fonds de pension américains et européens, qui attendent depuis des années d'être remboursés suite au défaut de paiement du Venezuela. Ils exigeraient d'être payés avant que le moindre dollar ne soit réinvesti dans les puits. C'est le piège de la dette. Les revenus du pétrole seraient immédiatement siphonnés par les créanciers du passé, ne laissant rien pour financer la modernisation nécessaire au futur. Le Venezuela est une entreprise en faillite, dont les actifs sont disputés par des vautours du monde entier. La seule solution serait une intervention politique extraordinaire où le droit international serait suspendu ou réécrit pour protéger les nouveaux investissements américains contre les anciennes dettes. Cela reviendrait à une forme d'expropriation des créanciers chinois et russes, ce qui accélérerait la fragmentation du système financier mondial que nous avons évoqué dans d'autres vidéos, dédollarisation. La Chine pourrait riposter en vendant ses bons du Trésor américain, créant une crise financière en représailles. Enfin, il faut considérer la corruption interne. Même sous gestion américaine, l'argent devrait transiter par des structures locales. Le risque de détournement de fonds reste immense. Nettoyer le bilan financier de PDVSA est une tâche plus complexe que de nettoyer ses pipelines. Sans un effacement de l'ardoise magique, le pétrole vénézuélien reste un actif toxique financièrement, même s'il est géologiquement exceptionnel. Chapitre 6. Le bilan économique, rentable ou illusoire. Au terme de cette simulation économique complexe, le verdict financier est beaucoup plus nuancé que ne le laisse supposer la simple taille des réserves géologiques immenses du pays. Certes, le Venezuela est assis sur un océan de pétrole, théoriquement capable de satisfaire la demande mondiale pendant des décennies, mais en économie extractive, la présence physique de la ressource n'est qu'une seule variable de l'équation. Le coût marginal d'extraction, alourdi par des décennies de négligence, de pillage industriel et de sous-investissement chronique, rend chaque baril vénézuélien initialement beaucoup plus cher à produire que celui de ses concurrents du Golfe. La rentabilité réelle ne serait atteinte qu'après une période d'amortissement colossal de 10 ou 15 ans, une éternité pour des marchés financiers modernes habitués au profit trimestriel et à la liquidité immédiate. Le paradigme de l'investissement pétrolier mondial a radicalement changé depuis l'âge d'or des mégaprojets internationaux des années 1990, qui ont construit le monde moderne. Aujourd'hui, Wall Street et les grands fonds d'investissement institutionnels privilégient le modèle du cycle court, short cycle, incarné par le pétrole de schiste américain, où un puits est foré, produit et rentabilisé en quelques mois seulement. S'engager au Venezuela, c'est revenir à des projets à cycle long, long cycle, nécessitant des infrastructures lourdes, immobiles et coûteuses, exposées aux risques politiques sur 30 ans. Il n'est pas certain que les capitaux privés américains soient prêts à immobiliser 200 milliards de dollars dans un environnement aussi incertain, alors qu'ils peuvent générer du cash flow immédiat au Texas ou au Nouveau-Mexique sans aucun risque d'expropriation ou de conflit juridique international. Il existe également un risque majeur d'actifs échoués, stranded assets, liés à l'accélération de la transition énergétique mondiale et à la décarbonation progressive de l'économie. Lancer aujourd'hui la reconstruction totale de l'industrie vénézuélienne signifie parier financièrement que la demande mondiale de pétrole restera insatiable et croissante jusqu'en 2050 ou 2060. Si les politiques climatiques se durcissent, ou si la technologie des batteries fait un bond en avant rendant le pétrole obsolète, les milliards investis dans les pipelines de l'Orénoque ne seront jamais remboursés avant que le monde ne tourne la page des énergies fossiles. C'est le risque économique classique de construire la plus belle usine de machines à écrire, juste au moment où l'ordinateur personnel arrive sur le marché de masse. Un investissement techniquement parfait, mais historiquement condamné. Si l'on regarde la balance globale des gagnants et des perdants, ce scénario profiterait massivement aux consommateurs occidentaux et asiatiques via une baisse structurelle et durable des prix à la pompe.
Les raffineurs de la côte du golfe du Mexique verraient leurs marges opérationnelles exploser en traitant un brut lourd parfaitement adapté à la chimie de leurs installations complexes. En revanche, les grands perdants seraient les autres pétro-États, comme la Russie, l'Arabie Saoudite ou l'Iran, qui verraient leur rente budgétaire s'évaporer et leur influence géopolitique se réduire comme peau de chagrin. Ce serait techniquement le plus grand transfert de richesse de l'histoire des producteurs vers les consommateurs, agissant comme un plan de relance mondial permanent pour l'économie réelle, non financé par la dette publique, mais par l'efficacité énergétique. Pour le Venezuela lui-même, le bilan serait paradoxal et potentiellement amer. Le pays retrouverait certes une croissance du PIB à 2 chiffres et des revenus fiscaux, mais au prix d'une perte totale de souveraineté économique réelle. Il deviendrait un simple protectorat énergétique, une enclave extractive dont la richesse serait aspirée pour rembourser les créanciers internationaux prioritaires et rémunérer les ingénieurs étrangers, laissant très peu de valeur ajoutée circuler sur place. L'histoire économique du développement montre que sans institutions locales solides et honnêtes, l'afflux massif de capitaux étrangers ne crée pas de développement durable, mais alimente une économie de comptoir où l'on importe tout ce que l'on consomme, reproduisant exactement les erreurs tragiques du passé, qui ont mené à la crise actuelle. De plus, même avec une gestion américaine efficace et technologique, le syndrome hollandais menacerait de frapper encore plus fort qu'avant, détruisant toute autre forme d'industrie locale naissante. L'appréciation mécanique de la monnaie locale, due aux exportations massives de pétrole, rendrait l'agriculture ou l'industrie manufacturière vénézuélienne totalement non compétitive face aux importations, enfermant le pays dans son rôle de mono-exportateur vulnérable. L'efficacité technique des majors américaines ne résoudrait pas le problème structurel d'une économie qui repose sur une seule commodité volatile. Le pétrole serait extrait efficacement, mais la société resterait fragile, dépendante des fluctuations d'un marché mondial qu'elle ne contrôle plus, sans diversifier ses sources de revenus. En conclusion définitive, cette simulation démontre implacablement que la géologie n'est pas le destin et que posséder les plus grandes réserves du monde ne suffit pas à garantir la prospérité d'une nation. Pour que le pétrole devienne une richesse réelle et non une statistique dans un sol, il faut la réunion d'une trinité complexe. Le capital financier massif, la technologie de pointe et la stabilité juridique absolue. Le Venezuela possède la ressource brute, les États-Unis possèdent le capital et la technologie, mais sans la stabilité juridique et politique pour lier le tout, l'équation reste insoluble. Le trésor de l'Orénoque restera probablement encore longtemps sous terre, rappelant aux investisseurs que la confiance des marchés est une ressource encore plus rare, plus volatile et plus précieuse que l'or noir. Le pétrole le plus cher du monde est celui qu'on ne peut pas extraire. Cette simulation montre que la géologie ne fait pas tout, c'est l'économie et le droit qui décident du prix de votre plein. Si ce scénario What If vous a plu, laissez un like pour que l'on explore d'autres hypothèses économiques. Abonnez-vous pour ne pas rater notre prochaine analyse sur la réalité du terrain. À très vite.